Il l'appelait le garçon de la ferme, comme si c'était une insulte. Sur la base aérienne de Pueblo, Colorado, en mars 1943, les cadets de l'école d'artillerie aérienne de l'armée se moquaient de la façon dont il portait son sac à dos, de la manière dont il parlait du temps, de la façon dont ses yeux semblaient toujours scanner l'horizon. Pour eux, Harold Peterson n'était qu'un autre péquenot qui n'avait pas sa place dans un cockpit de B-17. Mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait en ce printemps de 1943, c'est que les compétences qu'il ridiculisait sauveraient plus de 300 équipages de bombardiers avant la fin de la guerre. Et tout commença par quelque chose qu'il avait appris en observant les poulets. Harold a grandi dans une ferme céréalière et avicole du fin fond de l'Iowa, à 80 km de la ville la plus proche. Alors que d'autres garçons de son âge jouaient au baseball ou allaient au cinéma, Harold passait ses matins à vérifier les clôtures, ses après-midi à nourrir les animaux et ses soirées à réparer des équipements cassés avec du fil de fer et de la créativité. Son père lui disait toujours la même chose. À la ferme, on n'appelle pas un spécialiste. On résout le problème avec ce qu'on a sous la main. Cette philosophie a façonné Harold de manière qu'il ne comprenait pas lui-même entièrement. À 12 ans, il savait déjà réparer un tracteur avec des pièces d'un autre équipement. À 15 ans, il parvenait à prévoir les tempêtes en observant le comportement des oiseaux. À 17 ans, il avait développé son propre système pour protéger les poulets des faucons qui planaient constamment au-dessus de la propriété. Et ce fut ce dernier détail, apparemment insignifiant, qui allait tout changer. Lorsque Pearl Harbor fut attaqué en décembre 1941, Harold avait 19 ans et aidait son père à préparer la ferme pour l'hiver. Il n'hésita pas. En janvier 1942, il se porta volontaire pour l'armée de l'air. Ses parents tentèrent de le convaincre d'attendre, mais Harold voyait clair là où d'autres ne voyaient que confusion. Son pays était en guerre, et il avait 2 mains et un cerveau fonctionnel. C'était suffisant. Ce que Harold n'avait pas anticipé, c'était le choc culturel qui allait suivre. L'académie militaire fonctionnait avec une précision mécanique. Il y avait des manuels pour tout, des procédures standardisées, des protocoles stricts. Les instructeurs répétaient sans cesse « Suivez le manuel à la lettre, faites confiance au système, pas d'improvisation ». Pour les cadets venus des villes, cela avait un sens parfait. Ils avaient grandi dans des environnements structurés avec des règles claires et des autorités définies. Mais pour Harold, chaque instruction semblait étrangement rigide. Lors d'un exercice de tir défensif, l'instructeur expliquait la formation en boîte standard que les bombardiers B-17 devaient maintenir pour une protection mutuelle. Maintenez une distance fixe, tir coordonné, zone de couverture superposée. Sur le papier, c'était parfait. En pratique, Harold voyait des problèmes que personne d'autre ne semblait remarquer. Mais lorsqu'il souleva des questions, il fut rapidement réduit au silence. « Peterson, ici nous suivons le manuel. Laissez la stratégie aux généraux. » Les autres cadets rirent. Le surnom « gamin de la ferme » fut immédiatement adopté. Et plus Harold tentait d'expliquer ses observations, plus il le ridiculisait. « Hé, gamin de la ferme, tu crois que les Allemands sont des poules que tu peux effrayer avec un épouvantail ?» Rire, toujours des rires. Harold apprit à se taire. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'observer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les bombardiers américains périssaient en nombres effrayants. Les statistiques étaient dévastatrices, et même au sein de l'Académie, des murmures commençaient à filtrer. Mars 1943 fut particulièrement brutal. Les missions au-dessus de l'Allemagne et des territoires occupés entraînaient des taux de perte de 5 à 10% par mission. Cela signifie que sur 10 avions qui décollaient, 1 ne revenait pas. Et quand on considère qu'il fallait 25 missions pour accomplir un tour de service, les probabilités mathématiques étaient sombres. De nombreux équipages n'atteindraient tout simplement pas la fin vivant. Les pilotes le savaient, les équipages le savaient. Et Harold, même en tant que cadet, commençait à comprendre l'ampleur du problème qui les attendait. Ce qui tuait ces équipages n'était pas seulement le feu anti-aérien, bien que celui-ci fût suffisamment mortel. Le véritable assassin étaient les chasseurs allemands, les Messerschmitt Bf 109S et Focke-Wulf 190 pour chasser les bombardiers avec une efficacité mortelle. Ils avaient développé des tactiques spécifiques, attaquer de front, où les B-17 avaient moins d'armement défensif, viser les moteurs, se concentrer sur les avions qui se séparèrent de la formation,
coordonner des attaques simultanées venant de multiples directions pour submerger les mitrailleurs, et la formation en boîte standard que Harold avait remise en question, elle aidait. Mais ce n'était pas suffisant, cela ne fonctionnait pas. En avril 1943, Harold reçut des ordres de transfert pour l'Angleterre. Il serait mitrailleur de queue sur un B-17 basé à Stirling, Angleterre, faisant partie du 306e groupe de bombardement. Sa première mission fut programmée une semaine après son arrivée. Lors du briefing, le commandant expliqua la route, les cibles, les procédures attendues, tout selon le manuel. Harold resta au fond de la salle, observant. Il remarqua quelque chose que les autres ne semblaient pas voir. Les visages des équipages vétérans étaient tendus. Ce n'était pas seulement de la nervosité d'avant-mission, c'était quelque chose de plus profond. C'était une peur basée sur l'expérience. C'étaient des personnes qui avaient vu des amis être abattus, qui connaissaient les statistiques, qui comprenaient que chaque mission pouvait être la dernière. Après le briefing, Harold a approché un mitrailleur vétéran nommé Mike Sullivan, qui allait accomplir sa 23e mission la semaine suivante. « Comment est-ce là-haut » demanda Harold. Sullivan le regarda avec une expression mêlant la fatigue et une sorte de compassion. « C'est comme être enfermé dans une boîte de sardines, pendant que quelqu'un dehors la frappe à coups de marteau. Sauf que le marteau, ce sont des balles de 20 mm et l'objectif, c'est de vous faire exploser. » Sullivan alluma une cigarette et continua. « Les Allemands sont des professionnels, gamin, de vrais professionnels. Ils savent exactement où frapper. Et peu importe combien vous ripostez, il en arrive toujours 3 de plus qui foncent sur vous. » Il tira une longue bouffée. « Vous suivez le manuel, vous maintenez la formation, vous espérez que votre pilote est compétent et vous priez pour que les chasseurs d'escorte restent avec vous. C'est littéralement tout ce que vous pouvez faire. » Mais Harold ne pouvait pas accepter « c'est tout ce que vous pouvez faire » comme réponse finale. Pas quand des gens mourraient. La nuit précédant sa première mission, il ne dormit pas. Il resta dans la tour de contrôle à observer un bombardier revenir. Il compta les avions au départ. Il compta ceux qui revinrent. Il en manquait 2. 14 hommes, qui avaient pris le petit déjeuner sur cette base quelques heures plus tôt, ne reviendraient pas pour le dîner. Et le lendemain matin, ce serait son tour de monter. Pendant cette veille insomniaque, Harold regarda le ciel sombre et réfléchit au schéma. Schéma d'attaque, schéma de défense, schéma de survie. Quelque chose n'allait pas dans le système, il en était sûr. Mais quoi? Sa première mission fut au port de Wilhelmshaven, en Allemagne. Le vol aller fut tendu, mais sans interception. Le bombardement sur la cible fut chaotique, avec une DCA dense remplissant le ciel d'explosions noires. Et puis, au retour, les chasseurs allemands apparurent. Harold, en position de mitrailleur de queue, les vit arriver avant tout le monde dans l'équipage. 2 Bf-109 s'approchant en piqué à 6 heures. Il ouvrit le feu en suivant exactement ce qu'on lui avait appris. Courte rafale, anticiper la cible, économiser les munitions. Les chasseurs dévièrent, tournèrent en rond, revinrent. Pendant 20 minutes, Harold et les autres mitrailleurs échangèrent des tirs avec les Allemands. L'un des B-17 de la formation fut touché et commença à descendre, laissant une traînée de fumée noire. Des parachutes fleurirent comme des pissenlits au vent. Quand ils traversèrent finalement la Manche pour regagner un territoire sûr, Harold était trempé de sueur, ses mains tremblantes d'adrénaline. Mais son esprit était étrangement clair. Car pendant ces 20 minutes de combat, il avait vu quelque chose, un schéma. Les chasseurs allemands n'attaquaient pas au hasard, ils tournaient, évaluaient, cherchaient l'angle parfait, et puis piquaient avec une précision mortelle. C'était exactement comme les faucons le faisaient au-dessus des poulets de la ferme de son père. Cette perception le frappa comme un éclair. Des années à observer des prédateurs chasser de la volaille avaient appris à Harold quelque chose qu'aucun manuel militaire ne décrivait. La danse entre chasseurs et proie n'est pas une question de puissance brute. C'est une question de timing, d'angle et, plus important encore, de briser le schéma que le prédateur attend. Dans les semaines qui suivirent, Harold observa chaque combat avec de nouveaux yeux. Il commença à noter les détails. Les angles d'attaque préférés des Allemands. Le timing des piquets. Quel bombardier s'était choisi en premier? Comment les chasseurs allemands réagissaient lorsque la formation faisait de petits ajustements versus de grands? Il garda ses notes privées, sachant que s'il les partageait trop tôt, il serait à nouveau ridiculisé comme le garçon de ferme avec des idées au-dessus de sa position.
Mais Harold savait qu'il était sur la piste de quelque chose d'important, car dans sa ferme en Iowa, il avait résolu le problème des faucons avec une solution étonnamment simple. Et si la même logique s'appliquait ici, à 7000 mètres d'altitude au-dessus de l'Allemagne nazie, cela pourrait sauver des vies. Beaucoup de vies. Ce qu'il avait perçu à ce moment-là semblerait ridicule aux officiers commandants. Mais pour un garçon de ferme qui avait passé des années à observer des prédateurs encercler le bétail, cela avait un sens parfait. La question était maintenant, aurait-il le courage de proposer une solution qui défiait des décennies de doctrine militaire? Et plus important encore, quelqu'un l'écouterait-il avant qu'il ne soit trop tard? À ce moment-là, alors que les chasseurs ennemis traçaient leur cercle mortel au-dessus de la base, quelque chose se produisit dans l'esprit d'Harold, un souvenir de la ferme. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une pure reconnaissance. Les Focke-Wulf 190 se déplaçaient exactement comme les faucons qu'il avait observés pendant des années, chassant les poulets de son père. La même trajectoire en spirale descendante, le même schéma d'approche calculé, la même patience prédatrice avant le piquet final. Harold marmonna pour lui-même, les yeux toujours fixés sur le ciel. Ils volent comme des faucons. Et puis vint la deuxième partie de la révélation, la partie cruciale. À la ferme, les faucons gagnaient toujours lorsque les poulets couraient en ligne droite. Toujours. Mais occasionnellement, quand une poule faisait quelque chose d'inattendu, quand elle changeait de direction au moment précis, le faucon ratait. Pas pour longtemps, bien sûr, mais il ratait. Le prédateur devait recalculer. Perdit de la vitesse. Et dans cette brève seconde d'hésitation, la poule trouvait un abri. Harold n'était pas un stratège militaire, il n'avait aucune formation en tactiques aériennes. Mais il avait passé 17 ans à observer prédateurs et proies. Et maintenant, il voyait le même balai mortel mais à 10 000 mètres d'altitude. La question était simple. Si un bombardier pouvait faire ce que cette poule faisait, s'il pouvait briser le schéma d'attaque au moment précis, le chasseur ennemi devrait recalculer sa trajectoire. Et les bombardiers avaient quelque chose que les poulets n'avaient pas, des mitrailleuses de calibre 50. Au cours des semaines suivantes, Harold ne parvenait pas à se sortir l'idée de la tête. Il observait les B-17 décoller pour des missions. Il comptait combien revenaient. Et lorsqu'il discutait avec les mécaniciens qui travaillaient sur les avions endommagés, il posait toujours les mêmes questions. De quel angle venaient les tirs? Comment le pilote a-t-il réagi? Quelle manœuvre a-t-il tenté? Les réponses étaient toujours les mêmes. Les pilotes suivaient le manuel. Gardez la formation. Volez droit et à plat. Faites confiance aux mitrailleuses des autres bombardiers. Mais Harold voyait les résultats. Il voyait les trous de 20 mm percer les fuselages. Il voyait les sièges tachés de sang. Il voyait les moteurs détruits. Le manuel ne fonctionnait pas. Une nuit de mars 1944, Harold rencontra le lieutenant Robert Fisk au club des officiers. Fisk était pilote du B-17 Ruthless Ruth et venait de perdre son mitrailleur de queue au-dessus de Berlin. Il buvait seul, portant toujours sa combinaison de vol. Harold s'approcha. « Lieutenant, puis-je vous poser une question ?» Fisk le regarda attentivement. « Vous êtes le mécanicien du hangar 7, non ?»« Oui, monsieur. Harold Morgan. Je travaille souvent sur votre avion. »« Qu'y a-t-il » ?»« Morgan. » Harold hésita. Ce qu'il s'apprêtait à proposer lui semblait absolument fou. Mais Fisk venait de perdre un homme aujourd'hui. Peut-être serait-il disposé à écouter. « J'ai une idée pour éviter les chasseurs, monsieur. Je sais que ça peut paraître bizarre venant d'un mécanicien, mais nous avons déjà des procédures, Morgan. La 8e force aérienne ne laisse pas des mécaniciens de 19 ans redéfinir les tactiques de combat. Je sais, monsieur, mais les procédures ne sauvent pas les équipages. J'ai vu votre Ruth aujourd'hui. J'ai compté 37 impacts de 20 mm. Si le 190 avait frappé 30 cm plus à droite, je sais où il a frappé, Morgan. J'étais là. La voix de Fisk avait une dureté mordante, un silence tendu. Harold aurait dû partir, mais il pensa aux équipages qui ne reviendraient pas demain, à ceux qui n'étaient pas revenus aujourd'hui. « J'ai grandi dans une ferme, monsieur. J'observais les faucons chasser les poules. Les 190 volent exactement comme des faucons, même schéma d'attaque. Et j'ai découvert que si la proie change de direction au bon moment, le prédateur rate sa cible. » Fisk se tourna complètement pour lui faire face. « Vous comparez mon B-17 à une poule ? Je compare les schémas d'attaque, monsieur.
Quand un 190 plonge sur vous, il calcule l'interception en fonction de votre vitesse et de votre direction. Si vous virez brusquement à gauche à la dernière seconde avant qu'il n'ouvre le feu, il vous dépassera. Il devra faire une autre approche, et pendant qu'il fait ça, mes mitrailleuses ont une cible nette. Fisk termina la phrase, son expression changeant. Vous me suggérez de sortir de la formation, de risquer le soutien défensif mutuel pour une manœuvre de poulet. Je suggère que vous êtes déjà en train de mourir en suivant le manuel. Ça vaut peut-être la peine d'essayer quelque chose de différent. Fisk resta silencieux pendant de longues secondes. Puis il prit son verre, but le reste de son whisky d'un trait et dit « À la prochaine mission, si un 190 vient nous chercher, je fais cette manœuvre. Mais Morgan, si ça nous tue, je te hanterai pour le reste de ta vie. » 3 jours plus tard, le 15 mars 1944, la mission était Schweinfurt. Des usines de roulement, une défense aérienne lourde, une forte probabilité d'interception par des chasseurs. Harold ne volait pas, bien sûr. Les mécaniciens restaient au sol. Mais il se réveilla avant l'aube, se rendit à la tour de contrôle et attendit. 6 heures plus tard, les B-17 commencèrent à revenir. Harold comptait les silhouettes sur le ciel. 1, 5, 8, 12. Moins que ceux qui avaient redécollé. Toujours moins. Et puis, il vit le RUT. Moteur numéro 3 éteint, laissant une traînée de fumée. Mais volant, descendant pour atterrir. Harold courut vers la piste. Il attendit que le RUT roule jusqu'au parking. Lorsque Fisk sortit par la trappe, son visage était gris d'épuisement, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ça a marché. Fisk parla avant même de toucher le sol. Un 190 est venu de 6 heures, exactement comme vous l'avez dit. Je l'ai vu plonger. J'ai attendu la dernière seconde. J'ai viré brusquement à gauche. Il est passé à moins de 20 mètres, complètement désaligné. Mon mitrailleur ventral a touché son moteur. Le 190 est tombé. Le copilote de Fisk, le lieutenant James Weber, descendit juste derrière. J'ai cru que Fisk était devenu fou. Nous sommes sortis de la formation. Tous les autres B-17 ont dû penser que nous étions mortellement touchés. Mais ça a marché. Cette manœuvre nous a sauvé la vie. Mon navigateur veut savoir d'où vous tenez ça, continua Fisk. J'ai dit que je l'avais appris d'un expert en poules. Au cours des 48 heures suivantes, quelque chose de remarquable se produisit. Weber en parla à d'autres copilotes. Un mitrailleur du RUT en parla à des amis dans d'autres équipages. Et tous voulaient en savoir, cette manœuvre folle fonctionnait-elle vraiment? D'autres pilotes commencèrent à chercher Harold. Ils voulaient comprendre exactement comment la manœuvre fonctionnait. Quand virer? À quel point? Quelle altitude? Quelle vitesse? Harold expliqua patiemment. Ce n'était pas compliqué. C'était une question de timing. C'était reconnaître le moment exact où le chasseur ennemi s'engageait dans sa trajectoire d'attaque. C'était briser cette trajectoire à la dernière seconde possible. C'était, essentiellement, être une poule très intelligente. Le 20 mars, 5 B-17 différents signalèrent avoir utilisé la manœuvre avec succès. L'un d'eux, le Lucky Strike, abattit 290 billes en une seule mission en utilisant cette tactique. Le capitaine Thomas Hendricks, commandant du 351e escadron de bombardement, convoqua Harold pour une réunion. 6 pilotes étaient également présents, dont Fisk. « Morgan, » commença Hendricks, « des pilotes sous mon commandement utilisent une manœuvre non autorisée que vous avez apparemment inventée. Cela crée un problème de discipline, mais cela sauve aussi des vies. Expliquez exactement ce que vous avez découvert. » Harold expliqua. Le schéma d'attaque des faucons, la géométrie de l'interception, le moment précis de la manœuvre d'évasion, la fenêtre d'opportunité pour une contre-attaque. Quand il eut terminé, Hendricks regarda les pilotes. « Ça marche ?»« Oui, monsieur, » répondirent-ils à l'unisson. « Combien d'entre vous seraient encore en vie aujourd'hui si vous ne l'aviez pas utilisé ?» Silence. Puis Fisk prit la parole. « Probablement aucun d'entre nous, monsieur. » Hendricks hocha lentement la tête. « D'accord. Je vais documenter ça et l'envoyer au commandement du groupe. En attendant, je veux que Morgan entraîne chaque pilote de cet escadron, officiellement. Et Morgan, si ça marche à grande échelle, vous venez de changer la façon dont nous menons cette guerre. » Harold regarda autour de la pièce. Des officiers, tous plus âgés, tous plus gradés, tous le regardant en attendant des directives. Un gamin de ferme du Nebraska, en train d'enseigner des tactiques de combat aérien à la 8e Air Force des États-Unis, basé sur des poulets.
La nouvelle se répandit, d'abord au sein du groupe de bombardement, puis au groupe voisin. Les pilotes discutaient, les mécaniciens partageaient des histoires, et chaque équipage qui revenait vivant en utilisant la manœuvre devenait une publicité ambulante. En l'espace de 2 semaines, les pilotes d'autres bases aériennes en East Anglia posèrent des questions sur le « truc du gamin de la ferme ». Ils voulaient savoir si c'était vrai, si ça marchait vraiment, s'ils pouvaient l'apprendre. Le commandement commença à prêter attention, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que les taux de survie dans les unités utilisant la manœuvre étaient statistiquement différents, significativement différents. Ce qui avait commencé comme l'idée folle d'un gamin de ferme était sur le point de devenir la doctrine officielle de l'armée de l'air. Mais d'abord, il devrait prouver que ça marchait à grande échelle, et le test viendrait plus vite que quiconque ne l'imaginait. Le commandement de la 8e Air Force avait un problème. D'une part, leurs avions étaient abattus en nombre inacceptable. D'autre part, la solution venait d'un mécanicien de ferme, sans aucune formation officielle en aérodynamique. Et pire encore, la solution allait à l'encontre de tout ce que les manuels techniques de vol disaient être la manière correcte de piloter un bombardier B-17. Mais les chiffres ne mentèrent pas. 3 escadrons utilisaient déjà la technique, et tous les 3 avaient enregistré des baisses drastiques de pertes pendant les combats aériens. Le 14 mars 1944, le colonel Curtis LeMay signa l'ordre. Test formel. Conditions contrôlées. 5 missions consécutives au-dessus de territoires hostiles. La moitié des bombardiers de la formation utiliserait la technique du gamin de la ferme. L'autre moitié volerait de manière traditionnelle, en suivant rigoureusement les spécifications du manuel. Les pilotes qui reçurent l'ordre de voler comme des poulets n'étaient pas exactement ravis. Le capitaine Robert Morrison, commandant d'une forteresse volante avec 17 missions de combat, regarda l'ordre écrit et demanda à son officier d'opération « Ils sont sérieux, ils veulent que je vole comme un poulet effrayé ». Mais les ordres étaient les ordres. La première mission test eut lieu le 18 mars 1944. Cible, usine de roulement à Schweinfurt, en Allemagne. L'une des routes les plus dangereuses de la guerre. Les Messerschmitt attaquaient par vagues, venant de toutes les directions, tentant de briser les formations avant que les bombardiers n'atteignent leur cible. Au retour, le capitaine Morrison pilotait sa forteresse avec les mouvements erratiques que Harold lui avait appris. Petite correction. Changement d'altitude de 3 à 5 mètres. Rien de dramatique, juste assez pour briser la prévisibilité. 2 Bf-109S se positionnèrent derrière lui. Morrison vit les balles traçantes fendre l'air. Instinctivement, il tira le manche vers la gauche, descendit de 4 mètres, puis remonta. Les projectiles passèrent exactement là où son avion aurait été s'il avait maintenu un cap droit. Lorsque la formation atterrit à Bassingbourn, les mécaniciens commencèrent à compter les trous. Les avions qui avaient volé avec la technique d'Harold avaient en moyenne 18 impacts de balles. Ceux qui avaient volé de manière traditionnelle en avaient en moyenne 43. Mais les statistiques ne convainquent pas les généraux, du moins pas immédiatement. Le colonel LeMay voulait voir 5 missions avant de prendre une décision. Alors les missions continuèrent. Ludwigshafen, Brunswick, Berlin, Augsbourg, Ratisbonne. Toujours le même schéma de test. La moitié volait avec la technique, la moitié volait traditionnellement. Et toujours le même résultat. Moins d'impact, moins de dégâts critiques, moins d'équipages perdus. Le 7 avril 1944, après la 5e mission test, le rapport officiel arriva sur le bureau du colonel LeMay. Les chiffres étaient sans équivoque. Les bombardiers utilisant la technique de vol imprévisible avaient 61% moins de chances de subir des dommages critiques lors des attaques de chasseurs ennemis. 61%. Mais même ainsi, il y avait de la résistance. Les officiers supérieurs arguaient que la technique compromettait l'intégrité de la formation, qu'elle créait des lacunes dans la couverture de feux défensifs mutuels, qu'elle violait des principes fondamentaux des tactiques de bombardement établies depuis 1942. C'est alors que le major William Hayes demanda la permission de parler lors de la réunion de briefing des commandants. Hayes était le pilote dont Harold avait sauvé la vie avec la première modification non autorisée. Il avait des données que personne d'autre ne possédait. Hayes s'avança jusqu'à l'avant de la salle de briefing avec un dossier de documents de vol. Il ouvrit le dossier et commença à lire des noms. Lieutenant Bradford, capitaine Morrison, lieutenant Johnson, capitaine Fitzgerald. Il continua pendant près de 3 minutes.
57 non. Puis il s'arrêta et regarda directement le colonel Lemay. Ce sont les pilotes qui volaient dans mon escadre au cours des 8 derniers mois. Tous ont entendu parler de la technique. Certains l'ont utilisée, certains non. Hayes tourna la page. Sur les 29 qui ont utilisé la technique, 27 sont toujours en vie. Sur les 28 qui ne l'ont pas utilisée, seuls 11 ont terminé leur tour de mission. Le silence dans la pièce était absolu. Hayes referma le dossier. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous n'avons pas besoin de plus de tests. Nous avons besoin d'un ordre officiel avant de perdre d'autres équipages. » Il fallut 48 heures à la bureaucratie militaire pour traiter la décision. Mais le 10 avril 1944, la directive tactique 447B fut émise pour tous les groupes de bombardement lourds opérant sur le théâtre européen. L'essence de la directive tenait en 2 paragraphes. Les pilotes de bombardiers lourds sont autorisés à utiliser des variations d'altitude et de direction allant jusqu'à 5 mètres et 3 degrés pendant les segments de vol en route vers la cible et au retour à la base. Ces variations ne doivent pas compromettre l'intégrité de la formation, mais sont reconnues comme des tactiques défensives légitimes contre les attaques de chasseurs ennemis. Traduction: voler comme des poulets, officiellement. La technique se répandit dans tout le théâtre européen en moins de 2 semaines. Mécaniciens et pilotes partagèrent les détails lors de briefings informels. Ne volez pas droit pendant plus de 12 secondes. Faites de petites corrections. Pensez comme si vous évitiez un prédateur, pas comme si vous suiviez une ligne de navigation. Les équipages commencèrent à remarquer la différence immédiatement. Les mêmes routes qui entraînaient auparavant des pertes dévastatrices avaient désormais des taux de survie significativement meilleurs. Mais personne ne suivait l'impact total. Personne ne comptait tous les bombardiers qui rentraient à la base parce que leurs pilotes volaient avec des mouvements imprévisibles. Personne ne comptait tous les équipages qui avaient survécu parce que les projectiles de 20 mm des Messerschmitt étaient passés 20 cm à côté. Personne, à l'exception d'un sergent du renseignement nommé Philippe Kramer. Kramer travaillait au bureau d'analyse statistique de la 8e Air Force. Son travail consistait à compiler les données de perte, à identifier les schémas et à recommander des changements tactiques. Et en juin 1944, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Depuis la mise en œuvre de la directive tactique 447B, le taux de perte de bombardiers lourds en combat aérien avait chuté de 34%. Cela ne signifiait pas seulement moins d'avions détruits, cela signifiait moins d'équipages tués, moins de prisonniers de guerre, moins de familles recevant des télégrammes disant que leur fils ne rentrerait jamais à la maison. Kramer fit les calculs. Chaque bombardier B-17 avait un équipage de 10 hommes. D'avril à juin 1944, le nombre de bombardiers qui étaient revenus aux bases alors qu'ils auraient dû être abattus statistiquement était d'environ 30 avions par mois. 3 mois, 90 avions, 900 hommes. Mais Kramer alla plus loin. Il révisa les données de juillet 1943 à mars 1944, avant que la technique ne soit officiellement adoptée, mais alors que certains pilotes l'utilisaient déjà de manière informelle. Il identifia des schémas de survie qui n'avaient pas de sens statistique, des avions qui auraient dû être détruits mais qui étaient revenus, des équipages qui avaient survécu à des attaques normalement fatales. Quand il eut terminé l'analyse complète, le chiffre était choquant. Depuis que le premier avion du Major Hayes avait reçu la modification non autorisée en octobre 1943 jusqu'en juin 1944, environ 300 équipages de bombardiers avaient survécu à des combats aériens qui auraient dû statistiquement entraîner leur mort. 300 équipages, 3000 hommes, tous vivants parce qu'un jeune fermier de l'Iowa s'était souvenu de la façon dont les poulets se déplaçaient lorsqu'un faucon attaquait. Le rapport de Kramer parvint au haut commandement en juillet 1944. Et pour la première fois, quelqu'un dut faire face à l'ampleur de ce qu'Harold avait créé. Ce n'était pas seulement une technique intelligente. C'était un changement fondamental dans la façon dont la guerre aérienne fonctionnait. Le 14 août 1944, Harold fut convoqué au bureau du commandant de la base aérienne de Bassingbourn. Il supposa qu'il était en difficulté. Les mécaniciens n'étaient généralement appelés au bureau du commandant que lorsque quelque chose n'allait pas. Mais quand il entra dans la pièce, 7 officiers l'attendaient, dont le colonel Lemay. Le colonel désigna une chaise. « Asseyez-vous, sergent. » Harold s'assit. Lemay posa le rapport de Kramer sur la table.
Savez-vous combien d'équipages vous avez sauvés? Harold secoua la tête. Non, monsieur, j'ai juste essayé d'aider le Major Ace au début. Puis d'autres pilotes ont commencé à demander et 300, dit LeMay. 300 équipages de bombardiers, 3000 hommes qui rentreront chez eux après cette guerre parce que vous vous êtes souvenu comment les poulets évitent les faucons. Il y eut un silence. Puis, LeMay continua. L'armée de l'air des États-Unis reconnaît officiellement votre contribution à la doctrine tactique du bombardement lourd. Vous serez décoré de la médaille de la Légion du Mérite pour services exceptionnellement méritoires. Harold cligna des yeux. Il n'avait pas de mots. L'un des officiers aux côtés de LeMay se leva. De plus, sergent, votre technique est incorporée au manuel officiel de formation des pilotes de bombardiers lourds. À partir de septembre, tout pilote s'entraînant sur des B-17 apprendra les principes de vol évasif que vous avez développés. Il ne l'appellera plus « voler comme des poulets ». Le terme officiel devint « vol évasif de faible amplitude ». Mais tous les pilotes qui apprirent la technique savaient d'où elle venait. Ils savaient qu'elle venait d'un jeune fermier qui avait passé son enfance à observer prédateurs et proies. La cérémonie de décoration eut lieu le 3 septembre 1944 à la base aérienne de Bassingbourn, devant plus de 2000 aviateurs. Quand le colonel LeMay accrocha la médaille à l'uniforme d'Harold, il dit quelque chose qu'aucun des présents n'oublierait. Cette guerre est gagnée par des hommes qui pensent, pas par des hommes qui se contentent de suivre les ordres. Le sergent Harold a réfléchi, et 3000 hommes sont en vie grâce à cela. La foule a éclaté en applaudissements, mais Harold n'entendait pas les acclamations, il pensait au visage, les pilotes qui l'avaient aidé, les mécaniciens qui avaient diffusé la technique, les équipages qui étaient rentrés chez eux. Après la guerre, la technique de vol évasif développée par Harold est devenue la doctrine standard non seulement pour les bombardiers, mais pour les avions militaires en général. Le concept de prévisibilité comme vulnérabilité a été intégré à la formation des pilotes de chasse du monde entier. Aujourd'hui, les simulateurs de vol militaire enseignent des variations de trajectoires aléatoires comme principe fondamental de survie au combat. Les pilotes apprennent que maintenir un schéma de vol prévisible équivaut à peindre une cible sur leur propre dos. L'ironie est que tout a commencé avec un jeune homme qui n'avait jamais piloté d'avion, qui n'avait aucune formation en ingénierie aéronautique, qui ne connaissait pas les théories du combat aérien, mais qui avait passé des années à observer comment un animal de ferme réagissait lorsqu'un prédateur attaquait. Et cette simple observation, appliquée au contexte le plus létal de la guerre moderne, a sauvé des milliers de vies. Ils ont cessé de l'appeler le gamin de la ferme après sa décoration. Mais Harold n'a jamais oublié d'où venait l'idée. Il n'a jamais oublié les poules dans la grange de l'Iowa, réagissant aux faucons dans le ciel. Parce que parfois, la solution au problème le plus complexe est déjà devant vous. Il suffit d'être attentif. Et si vous avez aimé cette histoire de la façon dont une observation de ferme a changé la guerre aérienne et a sauvé 3000 vies, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Car derrière chaque grande innovation militaire, il y a toujours une histoire que personne ne vous a racontée. La prochaine fois que quelqu'un méprisera la pensée non conventionnelle, souvenez-vous du gamin de la ferme qui a sauvé 300 équipages de bombardiers avec une leçon apprise en observant des poules.